Las Vegas. Oh, you kid, huh? Well, his idea, right? Didn't you? Freddie, your brother, Freddie. It was hey, girls here. Huh? Well, I'll be right back. All right, Take it easy. okay. You keep them occupied. Atta boy, huh? Anything you want, kid. Anything, huh? Who are the girls? That's for you to find out. Come on, Freddie. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, drôle de truc. Ah, ton cul. C'est mon génie. Never be the same. After the Tangiers, the big corporations took it all over. Today it looks like Disneyland. And while the kids play cardboard pirates, Mommy and Daddy drop the house payments and Junior's college money on the poker slots. In the old days, dealers knew your name, what you drank, what you played. Today, it's like checking into an airport. And if you order room service, you're lucky if you get it by Thursday. Today, it's all gone. You got a whale show up with $4 million in a suitcase, and some 25-year-old hotel school kid is going to want a social security number. After the Teamsters got knocked out of the box, the corporations tore down practically every one of the old casinos. And where did the money come from to rebuild the pyramids? Junk bonds. Still not sure? Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui est avec nous aujourd'hui pour recevoir encore une fois notre invité préféré. On n'a pas compté exactement le nombre de fois où tu as pu participer à cette émission, mais c'est toujours un plaisir. Jean-Baptiste Thoret est donc avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous les deux. Pour moi, c'est toujours un plaisir évidemment de revenir. C'est peut-être la 4e ou 5e, peut-être même plus, ou 6e fois. Je pense que c'est plus en fait. C'est plus que ça. Ouais, 7-8 avec des émissions hyper écoutées quand même toujours. Mais il faut dire aussi que j'ai pas trop le choix. Dès que j'arrive à la gare de Rennes, il y a 2 personnes, en l'occurrence c'est vous, qui m'attendaient. C'est un peu un sas de décompression, c'est que je ne peux pas sortir en fait. Pour éviter qu'on te vole. Exactement. En général, t'as Jean-Baptiste qui court de la gare de Rennes pour aller dans une crêperie. On essaie de le choper au vol et on le ramène au cinéma de force. Il est accompagné de son distributeur, Marc Ollery de Los Films, le célèbre fan de Dauphin, qui est dans un coin de la pièce avec nous et qui fait attention à ce qu'on ne raconte pas de bêtises. Jean-Baptiste, tu es là aujourd'hui, c'est pour la sortie de ton nouveau film The Neon People, documentaire, donc on va aborder tout de suite ce film-là. On t'avait reçu précédemment la dernière fois, alors tu étais venu pour évoquer ton livre sur John Carpenter, mais au niveau des films, donc c'était Dario Argento et puis Cimino et Will Blueit. On a fait des émissions à peu près pour tous ces films. C'est vrai. Tu vas revenir sur la jeunesse, s'il te plaît, quand même, de The Neon People, qui évoque donc une communauté qui vit dans les tunnels de Las Vegas. Je te grille quelques cartouches, mais
tu vas le dire beaucoup mieux que moi. Il y a quelques années, on avait évoqué justement ensemble Las Vegas. C'était avant ton projet de film, je pense. Et ce que tu évoquais par rapport à Las Vegas, c'était la laideur et ton envie de déguerpir de cette ville très vite dès que tu devais y passer. C'était un peu un passage incontournable, c'est vrai, au milieu du désert. Si on veut faire une pause parfois entre la côte ouest et puis d'autres territoires américains, il y a un peu ce passage obligatoire pour passer une nuit à Las Vegas par exemple. Mais voilà, cette envie de ne pas y rester. D'où ma surprise quand j'ai appris la sortie de ce documentaire, la création de ce documentaire, de me dire mais il y pose ses bagages plutôt par exemple que de s'arrêter à Monument de Valley et d'aller à la rencontre de la communauté qui vit aussi à Monument de Valley pour essayer de faire vivre l'histoire de John Ford et qui fait du tourisme là-dessus alors qu'on n'est pas très très loin. Non, tu préfères toi poser tes valises dans les sous-sols, les souterrains de Las Vegas. Et donc j'étais un peu surpris et curieux de savoir comment tout ça avait démarré. Écoute, de toute façon, tu l'as dit, c'est que Las Vegas, c'est une ville par laquelle on passe très souvent quand on traverse les États-Unis. Déjà, il faut tout simplement parce que quand on vient de la côte ouest, généralement quand on vient de la côte ouest, on vient la plupart du temps de Los Angeles ou de San Francisco, disons de Los Angeles, avant de pouvoir pénétrer l'Americana, commencer à sortir, enfin à rentrer vraiment dans l'Est américain, il y a une espèce d'immense barrière, un peu terne, pas complètement, mais un peu terne, qui s'appelle le désert Mojave, et donc qu'il faut dépasser. Et donc la première ville, je dirais, un peu consistante qu'on trouve sur la I-15, l'Interstate 15, qui permet de passer de quitter Los Angeles, c'est Las Vegas. Et c'est là qu'on pourrait presque dire qu'on va commencer à rentrer dans l'Ouest américain. Ça sera évidemment le Nevada, l'Arizona, etc., etc. Ou alors on s'échappe de Los Angeles par le haut. Et on monte à San Francisco, l'Oregon, Wyoming, etc. Mais si on passe par le futur, presque Midwest américain, on passe par Vegas. Et tu as raison, moi, Vegas, c'est une ville par laquelle je suis très, très, très souvent passé. Et quand tu parlais de la laideur, en fait, pour être plus précis, c'est une ville hors norme, Las Vegas. Laideur, il y a tout de suite un jugement moral ça me gonfle immédiatement. Bien, pas bien. Bon, quand on réfléchit comme ça, on réfléchit vraiment pas très, très loin. Par contre, c'est une ville hors norme. C'est-à-dire que moi, il m'a toujours semblé et là-dessus, je suis comme toujours un grand baudrillardien. Baudrillard avait écrit des pages formidables dans Amérique là-dessus, où il expliquait que c'était la ville de l'hyper-réel. Dans le sens où si on y allait effectivement avec une focale morale en se disant on va juger ces Américains ou ces touristes que nous sommes tous d'ailleurs quand ils vont à Vegas, en considérant qu'ils font bien ou qu'ils font mal, on se trompe complètement. On a quelque chose de l'ordre de l'hyper-réalité d'une société du futur. Et moi, ce qui m'a toujours frappé à Las Vegas, c'est cette espèce d'hyper-normalité. En fait, il n'y a pas de normalité à Las Vegas. En tout cas, ce Las Vegas-là, qui est le Las Vegas qui est le plus connu, qui est petit par rapport à la ville. Celui qu'on considère du strip. Le strip, voilà, avec ses grands bâtiments, ces néons, justement, voilà. Exactement. On reproduit cet immeuble, je ne sais plus c'est lequel, où il y a la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel. Oui, ça c'est le Paris, enfin c'est tous les casinos qui au fil des années, c'est-à-dire qu'en plus Las Vegas c'est une ville qui a une puissance d'abord financière absolument colossale, une puissance de construction complètement dingue. Moi j'y suis allé plusieurs fois au cours des 2-3 dernières années, à chaque fois que j'y retournais, il y avait un nouveau casino qui était construit. Là, ils ont construit récemment le Fontainebleau, par exemple, qui est un nouveau casino, un truc absolument colossal, sorti de terre en quelques mois. Un stadium qui doit faire, je sais pas, 5 ou 6 fois le Stade de France. Un jour, je pars au mois de mars, je reviens au mois de septembre, il est sorti de terre, il est opérationnel et construit. Donc c'est une ville, on est aux États-Unis, où d'abord... L'aéroport en plein milieu, tu vois les avions. L'aéroport en plein milieu, mais tout va très très vite. Voilà. Dès qu'il y a une zone de libre, tout de suite elle est construite. Enfin, il y a quelque chose de fou, en fait, ce système-là, pour le coup, de la capitaliste, mais au sens strict du terme, marche à fond les ballons à Las Vegas. Et effectivement, pour moi, ça a toujours été une ville par laquelle on s'arrête, mais qu'on a envie de fuir au bout d'une heure et demie. Non pas parce que, et je pense que plus les années passent, plus j'avais vraiment ce sentiment, non pas parce que c'est Mars pour moi, ou c'est l'autre absolu de ce qu'on est, c'est parce que l'écart entre ce qu'on est en train de devenir et ce qu'est Las Vegas, ça me nuise. C'est nous, Las Vegas, en réalité, de façon beaucoup plus extrême, de façon plus radicale, presque plus caricaturale, mais selon l'expression consacrée, moi je pense qu'il y a une différence de degré entre nous et Vegas, et pas de nature, en fait. Et ça m'a intéressé, et le projet, tu me posais la question sur
la jeunesse de Neon People, c'est à l'occasion de ces multiples passages par Las Vegas. Et un jour, je me retrouve, moi, dans le Las Vegas qu'on appelle historique, qui est situé au nord de la ville, qui est plutôt l'endroit pauvre, ou d'ailleurs qui est le Las Vegas historique, et en fait une espèce de petit îlot aujourd'hui au milieu d'une zone remplie de homeless, de Army Salvation, d'Armée du Salut. Et au nord, on est quand même à proximité justement du strip. On est au bout. En fait, le strip, c'est une. Voilà, c'est pas la banlieue. Non, pas du tout. Là, on est au cœur de Las Vegas, mais pas au cœur du Las Vegas touristique, sur lequel tourne quand même une grande partie, voire l'essentiel de la ville, puisque c'est un peu comme à Los Angeles, où tout le monde est beaucoup tourné vers l'industrie du divertissement. Là, énormément de gens à Las Vegas travaillent autour de l'industrie du jeu. Ça va des motels, des casinos, les clubs de striptease, les boîtes de nuit, les voituriers. En fait, l'économie, une grande partie de l'économie de la ville est tournée vers la question des casinos. Bon. Et c'est une ville qui génère énormément d'argent. Et un jour, je me baladais donc dans le quartier historique, c'est-à-dire que là où a commencé Vegas. En réalité, c'est ça. Ensuite, le strip a été construit et descendu dans la ville vers le sud. Mais dans les années 30, 40, 50, Las Vegas, le centre de Vegas est beaucoup plus au nord, un endroit qu'on appelle encore le Fremont District. On retrouve les icônes un petit peu voilà. d'aventure, le cow-boy, des trucs comme voilà, ça. Avec en fait, les plus anciens casinos de Las Vegas construits dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30, le peu qui reste, certains sont encore présents, évidemment, le Golden Nugget par exemple, le Bignon, le El Cortez, qui sont des casinos mythiques qui ont connu l'époque du Rat Pack et de Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra. Quand ils allaient à Vegas, tous ces gens-là, dans les années 50-60, ils n'allaient pas dans le strip qu'on connaît aujourd'hui, ils allaient dans la partie nord, le Las Vegas historique. Aujourd'hui, ce Las Vegas historique, il est encore un peu touristique, un peu miteux, bordé par des sans-abri. On y va justement pour voir un petit peu la nostalgie. Et oui, c'est ça. Ils ont fait tout un toit, on peut faire Ah oui, de l'acrobranche. La zipline, voilà. ça c'est un peu ridicule avec des gens et avec des portables qui pour $150 font 30 mètres dans les airs. Bon, mais ça c'est la folie de l'industrie du divertissement. On garde un côté touristique, mais en Bien effet, sûr, mais beaucoup moins. L'économie n'est pas là par contre. L'économie n'est pas là, et puis ça n'a rien à voir en termes de puissance par rapport au reste du strip évidemment. Mais on est quand même au cœur d'un quartier très très pauvre. Ce qui fait que quand on va à Fremont, on s'aventure pas trop au-delà des 7 ou 8 blocs que représente ce Las Vegas historique. Pas vraiment, on bouge pas. Il y a quelques personnes qui dorment là, il y a des motels, les casinos comme le Plaza ou Golden Nugget proposent des chambres d'hôtel, mais on n'y dort pas. Mais il y a un côté sans doute plus authentique que je trouve plus intéressant. C'est une sorte de voyage dans le temps d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il y a même à côté de ce Fremont le Neon Museum. Le Neon Museum, c'est un musée où ont été stockés ce qui restait de toutes les anciennes enseignes de la ville. Alors, on a envie d'aller de casinos qui ont été détruits. Donc, c'est une sorte de cimetière d'enseignes en ruine, et certaines d'entre elles sont encore éclairées parce qu'il y a 2-3 loupiottes qui fonctionnent. Donc c'est un truc assez beau, une sorte de voyage dans le temps. Et Dieu sait que les Américains ne sont pas des spécialistes de la conservation de la mémoire et du patrimoine. Donc pour eux, le Neon Museum des années 30-40, c'est quelque chose de formidable. Donc tout ça pour dire qu'un jour je me balade par là, et là, je rencontre un sans-abri, un vétéran abîmé, béquille, vraiment très mal en point. Et je discute avec lui. Et puis, à la suite de la conversation, je lui demande où est-ce qu'il dort, dans quelle rue. Et je pensais qu'il dormait dans une rue alentour. Et il me dit qu'il ne dort pas dans la rue, qu'il dort sous terre. Et je lui demande de préciser. Il me dit, moi, je dors dans les tunnels. Et je ne veux pas en savoir plus à l'époque, ce qui est drôle, parce que cette phrase est en soi dingue, je dors dans les tunnels. Et je suis parti, mais c'est resté dans un coin de ma tête, en fait. Et il y a quelques années, je me suis reposé la question en me disant, mais qu'est-ce que ce sans-abri, qui aujourd'hui a dû sans doute décéder vu l'âge qu'il avait, qu'est-ce qu'il avait voulu me dire à l'époque lorsqu'il m'a dit qu'il dormait dans les tunnels. Et là, moi, j'ai mené... à partir depuis Paris, en fait, presque une sorte d'enquête comme un journaliste. Est-ce qu'il y a des tunnels à Las Vegas? Ça veut dire quoi? Où ils sont? Pourquoi si peu de monde en parle? Si peu de monde connaît l'existence de ces tunnels? À quoi ils servent? Où ils vont? Quelle taille? Quelle profondeur? Enfin, des questions très ordinaires comme ça. Pratique. Très pratique. Et voilà, je vais un peu vite, mais ensuite j'ai contacté un auteur qui est un ancien journaliste d'un journal local de Las Vegas qui avait écrit en 2010-2012, il y a une quinzaine d'années, un livre qui s'appelle Sous les néons, où lui avait exploré à la faveur d'une enquête sur la disparition d'un criminel sur la carte de Las Vegas pendant une traque, avait découvert complètement par hasard l'entrée d'un tunnel et à partir de là avait pénétré
dans un réseau absolument gigantesque. Quand je dis gigantesque, c'est des centaines de kilomètres qui partent du centre de la ville et qui s'étendent dans le désert du Nevada. Ce qui veut dire que quand vous marchez sur le strip, pour les touristes qui y vont, à 2 mètres, 3 mètres sous terre, il y a une autre population, il y a un autre réseau, une autre ville qui est en train de vivre. Et donc, j'ai compris, ils m'en a parlé, j'ai commencé à lire des choses, etc., qu'il y avait une population là-dedans de entre 1500 et 3000 personnes qui habitent dans ces tunnels. Et de là est née, en fait, l'idée... du film, en tout cas l'idée d'aller y voir, parce que tout le problème, contrairement à plein d'autres films qu'on peut faire, ou en tout cas ceux que j'ai fait auparavant, la question de la faisabilité, là, elle est centrale. C'est pas aller convaincre quelqu'un qui se porte bien, qui a une expérience à partager, passer un peu de temps avec lui, puis après il rentre au chaud. Se dire qu'on va aller tourner dans des tunnels avec des sans-abri qui vivent dans des conditions de sécurité physique, sanitaire absolument redoutables, il fallait qu'on aille vérifier. C'est comme ça que, donc j'en parlais à mon producteur, Alexandre Perrier de chez Kidam, qui lui est hyper enthousiaste. Je lui dis, mais attends, j'ai presque modéré son enthousiasme en me disant, tu sais, sur le papier, il y a un film, à mon avis, incroyable à faire. Par contre, il faut qu'on aille voir techniquement et physiquement si on peut le faire. Et donc, je suis parti en repérage à Las Vegas pendant 1 mois et demi avec mon ingénieur du son, Julien Brossier. Et tous les deux, on s'est mis à enquêter. On a arpenté la ville. Je crois que j'ai jamais autant marché de ma vie. On a fait, parce que les villes américaines ne sont pas faites pour les piétons, même Las Vegas. Donc marcher, ça veut dire beaucoup dans une ville américaine. Mais on posait notre voiture et on marchait. On a dû faire entre 20 et 25 km à peu près par jour pour commencer à trouver l'entrée des tunnels. Et puis quand on les trouvait, le noter sur la map, parce qu'on ne peut pas les retrouver comme ça, et puis commencer à s'aventurer dans les tunnels avec des torches, voilà quoi. Excuse-moi, c'est un peu con peut-être, mais pourquoi avec ton chef, ton opérateur son, plutôt qu'un directeur de la photo qui aurait pu voir par exemple aussi cette faisabilité de l'image, ou toi, en tant que réalisateur, avoir peut-être une idée? Oui, alors il y a 2 raisons. D'abord parce que c'est le 3e film que je fais avec Julien, et on avait déjà fait des repérages ensemble, donc on s'entend très très bien. 2, j'ai pas tant besoin d'un œil, en fait, que d'une oreille. Parce que les gros problèmes, pour moi, les plus gros problèmes que pose souvent un tournage, sont liés au son. C'est pas lié à l'image. L'image, on sait ce qu'on veut, on a échangé des séquences, techniquement, on sait ce qu'on a envie de faire. D'une certaine manière, on s'en sort. Le son, c'est comment est-ce qu'on va enregistrer le son des différentes personnes, et si on passe d'une personne à une autre, et comment est-ce que l'environnement a un impact en fait sur le type de son. Et dans les tunnels, on est sur Mars, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, lui en tant qu'ingé son, il a fait beaucoup de prises de son pendant les repérages, n'avait jamais entendu un tel environnement sonore. Les ondes sont complètement différentes. Quand vous parlez, le son en fait se répercute, tourne et puis revient. On a l'impression d'être vraiment dans un film de science-fiction, à 2 mètres sous terre de la ville. Et ça, c'était absolument passionnant. Et c'est quelque chose qui était aussi important pour nous, c'est ce travail sur le son. L'immersion qu'on a un peu cherché après au moment du tournage jouait énormément sur la question du son. Et puis la 3e raison, pour partir faire des repérages, être à 2, c'est mieux. D'abord parce qu'on peut discuter, on est ensemble le soir, on réfléchit à tout ça. Et puis là, de façon très particulière pour Las Vegas, c'est aussi pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire se balader tout seul, faire des kilomètres sous terre dans le noir avec des gens qu'on ne connaît pas, parce que c'est la loi de la jungle, une fois qu'on est dessous, les téléphones ne captent pas, je veux dire, on ne crie pas au secours, il n'y a pas d'accès, les flics ne mettent pas les pieds là-dedans, les ambulances, les pompiers, personne. Donc, une fois qu'on rentre là-dedans, c'est le Vieil Ouest. Donc, moi, je suis courageux, mais pas complètement fou, ni kamikaze. Donc, le fait d'être à 2, c'est aussi rassurant. Quand on a fait 2 kilomètres dans le noir intégral avec des lampes torches et que des gens arrivent au fond, vous menacent, le fait d'être 2, c'est quand même mieux, même en termes de gestion, parfois des rapports humains. Voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons-là qu'on est parti donc faire des repérages. Et à cette occasion-là, on s'est mis petit à petit à rencontrer des gens. Alors, plein ne voulaient pas être filmés, d'autres étaient dans des états tels que moi, j'avais pas envie de les filmer non plus. C'était aussi une de mes idées, c'était de ne pas tomber dans le risque un peu misérabiliste. On voit très très bien des SDF, sans dents, drogués, dans des conditions physiques redoutables, au plus bas de leur vie. On voit très bien le film un peu sordide, voire un peu dégueulasse. Qu'on peut faire. Ça aurait pu être, oui, bien sûr. Fait, oui. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que moi, je sais qu'au début, quand on a commencé en fait à arriver dans les tunnels, donc il y a des gens qui ont été un peu intéressés, puis on est venu les revoir, d'autres pas du tout. Enfin, donc c'est une sorte de casting sauvage qu'on fait pendant 5-6 semaines au contact des gens en réalité, parce que ce qu'on va leur demander est quand même contraignant.
c'est pas venir 1 heure ou 2, c'est passer 4, 5, 6 semaines avec eux du matin au soir, les filmer quoi qu'ils fassent. Donc il faut qu'une relation plus que de confiance s'installe. À la fin, ces gens-là sont devenus des amis en réalité. Mais au début, s'il n'y a pas cette relation de confiance-là, le film peut pas se faire. Et je pense qu'une des difficultés, en fait, quand on fait ce genre de choses-là, c'est tout simplement de lutter au départ. Et ça, c'est une expérience que j'avais sans doute pas eue il y a une quinzaine d'années. C'est quand on arrive avec un projet de cinéma, de film. On va tourner avec des mini Alexa, on va tourner en scope, anamorphique, enfin le langage classique, basique de faire un film de cinéma. On doit lutter d'abord contre le régime majoritaire des images aujourd'hui, grosso modo, tous les trucs qu'on peut voir sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Autrement dit, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer aux gens à qui je proposais, avec lesquels ça se passait pas mal de filmer, que ce qu'on allait faire, c'était pas une vidéo YouTube, que c'était pas une vidéo TikTok ou Instagram. Et aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à des images dégueulasses, à des méthodes de filmage, braque, de lampes qu'on voit dans la tête. Vegas, sur absolument. Les écrans, mais parce qu'aujourd'hui tout le monde filme. Donc en fait, sans doute il y a 10 ans, je serais arrivé en disant on va faire un film tourné en cinémascope, etc. Tout le monde aurait compris la différence. Aujourd'hui, en fait, on doit lutter contre ces images-là parce que les images les plus répandues que les gens regardent, ce sont des images sous format YouTube ou TikTok. Et ça, c'était le contraire absolu. Mais on passe du temps. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à leur dire que ça allait pas être une YouTube shit vidéo, quoi. Mais il faut en passer par là. Ça montre bien d'ailleurs, entre parenthèses, combien le cinéma, en termes, on pourrait presque dire en termes de plan, de fabrication de l'œil, etc., a reculé dans les imaginaires visuels des gens. Aujourd'hui, filmer, que ce soit avec un portable, une caméra DOP, tout le monde filme et tout le monde fait ses petites vidéos dans lesquelles on balance des extraits sur YouTube, TikTok, etc. Évidemment, la question du point de vue, de la moralité, du temps, tout ça n'existe plus du tout. Donc il y a ces images ont en fait incarne presque une forme totalement régressive en réalité de l'image, du contenu. Et donc, nous, ce qui nous semblait encore évident sans doute il y a 10-15 ans, aujourd'hui, il faut batailler parce que des images nous précèdent. Ces images ne sont pas des plans, c'est des images, c'est des vidéos souvent un peu crados, vite fait, où on a volé des plans à ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui ont tourné des petites vidéos YouTube en s'aventurant au tout début du tunnel. On voit un type en train de se piquer, on a l'impression qu'on filme des monstres ou des zombies, tout simplement. Et eux, parce qu'ils sont parfois certains un peu connectés, avaient cette image qu'on renvoyait d'eux, absolument terrible et redoutable. Donc moi, quand j'arrive au début, il me dit encore un qui va filmer des monstres. Et donc il a fallu passer beaucoup de temps à expliquer, et même pendant le tournage, d'abord j'aurais dit exactement la vérité du film que j'avais envie de faire, au plan près, la musique, le montage, etc., etc. Jamais j'ai autant dit la vérité à des gens que j'allais filmer. Et surtout, on leur montrait très régulièrement via le combo, parce qu'aujourd'hui avec le combo, ça permet de faire en gros retour arrière et de montrer le plan qu'on vient de... Pour leur expliquer, mais au début, de façon presque un peu insistante, la différence entre une vidéo volée par un iPhone et puis le plan qu'on est en train de faire avec notre Alexa, nos éclairages et le scope. Et au bout de quelques jours, ils ont compris, mais sans même que je leur explique, ils disent voilà le plan qu'on est en train de faire et voilà l'image que tu craignais. Et en fait, peu à peu, ils ont compris qu'on allait vers ça et ça les a complètement rassurés. Mais tant qu'ils ne voient pas, en réalité, ils ne se voient pas, eux, pris dans un plan en cinémascope avec une photo à la Storaro, pour eux, on fait de la vidéo, quoi. Après, c'est hyper intéressant ce que tu racontes, parce que c'est vrai que cette notion de point de vue qui est prépondérante quand tu t'intéresses un petit peu au cinéma, elle est en même temps toujours un petit peu compliquée, un petit peu à résumer, mais... Par contre, c'est vrai que la question du point de vue de ces vidéos YouTube dont tu parles et tout ça, là, pour le coup, elle est assez simple parce que c'est une caméra qui est une sorte d'extension de la main de la personne et donc on est vraiment à la hauteur du regard de celui qui filme. Et c'est pas ça le point de vue en fait, parce que le point de vue de cinéma, c'est beaucoup plus complexe que d'être juste dans le regard de celui qui filme. Et donc, c'était juste une réflexion comme ça, mais je voulais savoir, de toute façon, donc du coup, au-delà, parce que c'est pas l'idée de genre, on va rendre justice à des personnes en les rendant beaux. C'est beaucoup plus complexe que ça dans ton projet de cinéma, dans ce film-là. C'est pas uniquement d'embellir de quelque chose qui serait moche ou je sais pas quoi. Donc ça serait, c'était quoi vraiment ce projet, le point de vue que tu voulais avoir au-delà de justement de ne pas sombrer dans cette sorte de miséralisme et de côté très spectaculaire qui est la caméra embedded, voilà.
Non mais écoute, pour faire court, parce que ça, là il faudrait prévoir 3-4 émissions. On n'en a qu'une, si je comprends bien. Bon, on n'a qu'une émission. Alors comme on n'a qu'une émission, en fait, l'idée elle est toute bête, c'est que à l'origine, il faut prendre en compte, j'ai presque envie de dire, la mythologie qu'on a malgré soi dans nos cerveaux. C'est-à-dire que les images de la pop culture qui nous peuple. Et ces images-là, ce qui est sous terre est de l'ordre du cachet, de la normalité, du monstrueux, etc. Ça va des Indes noires de Jules Verne aux films de George Romero, en passant par John Carpenter, aux films dont j'avais, dans un premier montage, mis un extrait au tout début du film qui s'appelle The Mole People, un film de Vogel, un film de 1956, sorti en France sous le titre Le Peuple de l'Enfer, et qui est un film intéressant parce que qui commence de façon presque un peu pseudo-scientifique avec un scientifique qui nous explique à partir d'un globe les différentes théories de la Terre creuse. Qu'est-ce qui vit au centre de la Terre? Et ça a toujours excité en fait, l'imaginaire de la pop culture, du cinéma, des comics, de la bande dessinée, du roman, etc. Donc il faut pas aller contre c'est pas qu'il faut pas aller contre ces images, c'est qu'il faut partir de là. À l'origine, disons qu'au départ, on a tous en tête que sous terre, ça craint. Les gens qui vivent sous terre, ils sont problématiques. En gros, quand on est sous terre, on est plutôt du côté du monstrueux. C'est pour ça que moi, ça m'intéressait d'ouvrir en fait le film avec une longue séquence de déambulation où on suit quelqu'un de dos qui n'est pas encore identifié, donc humanisé en tant qu'humain. À l'intérieur, même il y a une musique, il y a quelque chose d'inquiétant. Absolument. Voilà. Et l'idée, c'était de commencer dans le cliché. Commencer dans le lieu commun, sous terre, c'est comme ça que ça doit ressembler. Ça craint, on voit pas grand-chose, c'est dégueulasse, il y a des ruines, il y a des menaces potentielles partout, on déchiffre pas les signes dans le noir, c'est quoi cette loupiote rouge, etc. On entend des cris, à moins que ce soit des cris d'animaux, des cris humains, on sait pas, parce que quand on est sous terre, c'est très flippant, l'environnement sonore, tellement il est insolite et étrange pour nous. Et donc j'avais envie de commencer par ça, parce que l'idée, l'arc, par rapport à la question que tu poses, Antonin, l'arc général, c'était pas de montrer que les gens étaient beaux, ça je m'en fous. C'était d'aller plutôt traquer leur humanité. Et traquant leur humanité, c'était d'estomper la frontière entre ce qui serait a priori du côté de la normalité, c'est-à-dire en gros les gens au-dessus du strip, qui vivent, qui sont bien, qui déambulent, qui vont dans des casinos, en gros vous et moi, et eux qui seraient l'autre absolu. Et toute l'idée du film, c'était peu à peu que notre point de vue en tant que spectateur bascule. C'est-à-dire qu'au début, les monstres, c'est ceux d'en bas. Et peu à peu, on va remonter, on va chercher leur humanité. Et à la fin du film, la normalité en 2 mots, en fait, elle est au-dessus. Et d'où la séquence, pour moi, qui était capitale, qui est la séquence du strip, où on reste dans le point de vue de JJ. Le simple fait de se dire, c'est une séquence où JJ, qui est un des personnages du film, en fait, à un moment donné, va faire la manche sur le strip. Donc, jeté au milieu de la réalité du Vegas qu'on connaît. Donc, on le suit, il se pose, et puis il a son petit carton, voilà, en gros, je suis SDF, donnez-moi de l'argent, etc., etc. Et puis, des gens l'ignorent, en réalité. Indifférence totale. Et ces gens-là, c'est nous. Bon. Et là, on voit, c'est des questions toutes bêtes de mise en scène qu'on se pose, mais qui sont quand même constantes. On voit bien que si changer la caméra de place à 10 ou 15 cm, ça change tout le film. Ou bien je reste à hauteur de JJ, donc ce personnage, qui reste accroupi. Autrement dit, je ne vois des gens normaux, nous, que des jambes, une foule, une masse informe et indifférente. Si je monte la caméra, je donne un visage à ces gens-là, donc je change complètement le point de vue. Ce qui fait qu'on a commencé dans le cliché presque un peu effrayant, avec une musique un peu inquiétante, un endroit où on se croirait vraiment dans un film post-apocalyptique, grosso modo, avec des gens, quels sont les monstres qu'on va rencontrer, quels sont les monstres qui peuvent habiter ce type d'environnement-là, et à la fin, on doit avoir fait le trajet complètement inverse, et l'humanité, c'est complètement eux, et c'est nous, en fait, les monstres. Et ça m'intéressait, non pas comme message, je déteste les films à message, ni comme commentaire, mais plutôt pour de montrer l'effet de vases communicants ou la proximité intégrale entre les gens qui sont au-dessus et les gens d'en dessous. Parce qu'on est aux États-Unis, c'est un pays où on monte très vite et on descend très vite. Et tous les gens, moi que j'ai filmé, qui étaient en bas, cette population de gens qui vivent sous terre depuis 6 mois, 5 ans, 10 ans, Brandy, le personnage principal, y est depuis 12 ans. Et sans doute tous les mois, elle se dit qu'elle sort le mois prochain. Ça fait 12 ans qu'elle y est. Et bien, ces gens-là, pour certains d'entre eux, il y a quelques mois, quelques semaines, ils étaient exactement comme vous et moi. Ils avaient un boulot, des rêves, des enfants, etc., etc. Et donc cet effet de proximité, en fait, m'intéressait. C'était plutôt aller chercher le semblable dans le lieu commun de l'autre, on pourrait dire, et en fait d'inverser cet arc-là à la fin du film. Ça, c'était vraiment une des directions d'écriture ou de mise en scène, si on veut, et qui passe pas par du dialogue, qui passe pas par ce que racontent des gens, qui peut passer que par un travail
de montage ou de mise en scène. Et d'ailleurs, c'est là que ça devient le plus cadrage intéressant. aussi, parce que je pense à ça. Enfin, du coup, c'est vrai que Las Vegas peut être un petit peu commode, parce que même si on n'y est pas allé, les images de Las Vegas sont évidemment dans la tête de chacun, même si elles sont elles-mêmes même si Las Vegas est déjà une image en elle-même. C'est à peu près ce que tu disais tout à l'heure, mais la façon dont tu as de choisir effectivement, on voit très peu, en tout cas Las Vegas, les images un petit peu d'Épinal de Las Vegas. Tu as quand même un soin à chaque fois dans les cadrages de toujours aller chercher le cadre un petit peu non pas étrange, décalé. Alors, l'entrée d'un tunnel, et puis aussi de ne jamais voir dans son entièreté peut-être un bâtiment, de voir qu'un néon va être suspendu dans l'air. Il y a un côté un petit peu morcelé dans cette façon de voir un immeuble juste un bout comme ça. Alors qu'on aurait pu jouer sur tu l'as un petit peu dit, mais dans une dialectique beaucoup plus simple d'un monde normal et d'un monde souterrain, mais au final, c'est vrai qu'il y a ce truc d'inversion dont tu parles, mais j'ai l'impression que dès le début, de toute façon, Las Vegas du monde du dessus, on le voit pas vraiment, c'est vraiment presque abstrait par moment. Enfin, quand j'ai des plans qui me reviennent en tête de la vision de ton film, c'est vrai que j'ai presque l'impression de voir des formes géométriques quand on est à la surface, c'est-à-dire des carrés d'immeubles, des ampoules qu'on devine être qui vont former une lettre à un moment, mais en l'occurrence on voit que des petits ronds qui sont des trucs d'ampoules. Et par contre, l'incarnation, la figure humaine, l'humanité, ou en tout cas l'image vraiment, de l'humanité, c'est celle d'en bas, quoi. Oui, mais en fait, cette question de Las Vegas, tu le dis, c'est une ville qui est ultra connotée, qu'on a vu des milliards de fois. Et moi, le générique me sert à ça, d'une certaine manière. D'ailleurs, c'était un peu le cas du générique de We Blew It déjà. À savoir, on se débarrasse d'une certaine manière des clichés et des lieux communs. C'est comme une sorte de précipité, en fait, de ces images-là, même si on centre dans le générique sur, à chaque fois, on pourrait presque dire l'anomalie que personne ne repère, mais sur lequel le générique se fige, en l'occurrence le homeless qui est là et que personne ne voit en réalité. Toujours le problème de la visibilité et de l'invisibilité. Donc oui, c'est que Las Vegas en tant que ville, disons connue, constituée, etc., n'apparaît fondamentalement qu'au bout d'1h20 de film. Quand JJ, et pourquoi ? Parce que c'est JJ qui nous y conduit, un personnage. C'est un film où moi je suis à hauteur des Neon People. Donc à partir de là, je les suis. Je découvre, on rentre dans un casino, on rentre avec eux. Et en fait, ce qui fait qu'à aucun moment, on va aller chercher des plans objectifs ou je sais pas moi, Nouvelle Frontière, des plans de Vegas. On connaît, on n'a pas besoin de ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être dans leur œil à eux. Ce qui fait que Las Vegas est à la fois toujours très proche et très lointain. Parce qu'eux-mêmes vont jouer. C'est ça qui est complètement fou, c'est que c'est à la fois, je dirais, des victimes du système, et en même temps, on pourrait presque dire les premiers opérateurs aussi. Ils récupèrent $20, ils vont dans un casino. Pour sortir, et leur sortie, même aller acheter tout simplement un briquet, en fait, toute la sortie. Et quand on la voit se préparer justement et toute leur sortie, c'est le seul moment, je crois, où on ramène justement l'humanité à la surface, et et quand on les suit, on voit en fait une circulation d'humains dans cette ville, en fait. Oui, en fait, moi, c'est une de mes séquences préférées du film, pour être tout à fait honnête. C'était ce que j'appelais ma séquence Cassavetes. C'est-à-dire on va suivre quelques bras cassés. On ne sait pas du tout ce qu'ils font, où ils vont. Ils sont complètement abîmés, parce que au début, on ne comprend pas. Parce que d'ailleurs, c'est quelque chose qui vient de Brandy elle-même, ils ont tous, à un moment, été très impliqués dans le film. Et donc, ils comprenaient au d'un moment ce que je cherchais, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fois, on filmait de la réalité, et par moments, ils provoquaient une réalité, ou en tout cas, parce qu'ils savaient que ça pouvait m'intéresser. Quelque chose qu'ils auraient fait 2-3 mois après. Un jour, Brandy me dit, on discutait, Brandy, c'est le personnage principal du film, c'est une femme qui a à peu près une 50aine d'années, qui travaille dans le milieu du cirque itinérant, originaire d'une famille de Mormons dans l'Utah, et qui un jour, de fil en aiguille, le chômage, la disparition des cirques itinérants, le Covid, voilà, les motels, la rue, le tunnel. C'est à peu près les trois étapes. Bon. Et ça a été le personnage qui a été presque ma porte d'entrée dans cet univers-là. Et donc je lui dis, parce que je savais qu'ils jouaient par moment, quand ils ont un peu d'argent, ils vont quand même jouer. Alors, il y a ceux qui font ce qu'on appelle du silver mining. Donc, c'est des gens qui vont faire toutes les machines des casinos avant d'être virés par un gardien de sécurité pour voir s'il n'y a pas des petites pièces qui restent, ou un petit billet qu'on n'est pas allé encaisser chez le caissier. Bon. Et eux, ils vont jouer de temps en temps. Et je lui dis, Brandy, quand est-ce que vous allez jouer ? Ça m'intéresse d'aller filmer cette séquence où ces gens sortent des tunnels et vont jouer. Il me dit, écoute, on n'a pas prévu, mais on peut le faire après-demain si tu veux.
Je lui dis très bien. Et donc, je découvre en même temps qu'elle, que le spectateur, ce qu'elle est en train de faire. Et je la vois dans sa tente en train de mettre sa perruque, se maquiller. Je trouve ça extrêmement émouvant en même temps. Et donc, elle se prépare pour sortir et ressembler, en fait, effacer au maximum les signes de pauvreté, de la homeless qu'elle est, pour tenter de se fondre et pas être repérée trop vite dans les casinos. En même temps, on la repère, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je me concentre sur sa main, parce qu'on peut tout effacer de sa pauvreté, mais on ne peut pas effacer les dents et les mains. C'est-à-dire que les mains, vous pouvez vous maquiller autant de fois que vous voulez, mettre des perruques, mettre des habits magnifiques ou autres. Les mains d'un SDF, ça reste les mains d'un SDF. Et moi, je sais, pour vous donner un exemple, moi, quand on tournait essentiellement entre 15h et 4h du matin. On se collait à leur rythme à eux, qui est un rythme bizarre où la notion de jour et nuit n'a pas vraiment le même sens que pour nous. Et en fait, quand on rentrait, nous, dans l'espèce d'appartement qu'on avait pour se doucher et dormir un peu, il nous fallait 3 ou 4 douches pour commencer à voir l'eau claire. Donc vous imaginez des gens qui se douchent à peu près jamais, qui font quelques toilettes à l'arrache, soit dans une toilette de casino parce qu'ils ont pu être autorisés, ou au début, c'est le cas de Rudy et Mary qui trouvent un petit jet d'eau, un point d'eau pour se faire une espèce de... c'est des conditions sanitaires qui sont redoutables. Et leurs mains, il faudra sans doute des années pour que, si un jour ils s'en sortent, que leurs mains retrouvent leur état. Puis des mains abîmées, cabossées avec de l'arthrose, etc. C'est pour ça que cette séquence du casino, à un moment donné, elle se concentre sur la main parce que tout peut faire illusion, parce que des gens monstrueux avec des perruques, habillés, fagotés n'importe comment. À Vegas, il y a plein de gens normaux qui sont comme ça. C'est l'endroit du superlatif délirant, de la vulgarité, de rien n'étonne à Las Vegas. Je veux dire, on peut voir n'importe qui fait n'importe quoi, rien n'étonne. Ouais, quoique quand même, ils ont tout fait pour développer maintenant le divertissement familial. Parce que la loi dans le Nevada fait qu'un enfant n'a pas le droit de se mettre à une machine. Rentrer à un casino, même, je sais pas moi, que ce soit le César Palace ou l'Excalibur, voilà, qui sont des casinos plutôt familiaux, sympathiques, etc. Les enfants ont le droit de circuler ou autre, mais il y a quand même un moment clé, c'est la salle des machines, par exemple. Donc ils n'ont pas le droit de se mettre à une machine. Vous mettez à une machine un enfant de, je sais plus, je crois que ça doit être moins de 15 ou 16 ans, en l'espace de 2 secondes, parce que tout est ultra surveillé par des dizaines de caméras au plafond. Quelqu'un vient vous voir, très discrètement, on vous dit l'enfant n'a pas le droit. Et il doit se tenir à une certaine distance, même si les parents jouent, de la machine elle-même. Donc tout est quand même extrêmement réglementé en réalité, et le côté familial bute là-dessus. Mais quand Brandy et la bande vont jouer, ils jouent quelques trucs, ils ont envie aussi de se retrouver à certains moments un peu au chaud, et puis l'espoir, ils sont comme nous, ils espèrent gagner. Moi j'ai rencontré plein de gens ruinés. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on peut tomber dans les tunnels, c'est aussi des gens qui, comme vous et moi, ils sont venus un jour, ils ont tout claqué, ruinés, ils n'ont plus l'argent pour revenir, plus rien, et peu à peu on tombe et on descend dans les tunnels. Et ce qui est fou, moi j'en ai croisé des gens qui avaient été ruinés, et pourtant, le virus du jeu n'est pas parti. Dès qu'ils avaient 15, 20 ou 30 $, ils remontaient avec l'espoir que, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Moi je voulais revenir sur cette... C'est vrai que la séquence, elle est formidable, cette séquence où il s'habille. Et tu as presque envie de dire, de toute façon tu l'as un peu dit, il se déguise. Et en fait elle fait écho à une autre scène avec Brandy où elle est dit, elle se déguise en clocharde. Oui. Elle est, peut-être dans une vision... où elle va dire, sur la propreté. Moi je suis propre et tout ça, il se lave et voilà, mais... Pour sortir à Las Vegas, sur la surface, pour mendier, il faut ressembler à une clocharde. Là, et du coup, il y a la notion du déguisement. Et évidemment, ça dialogue vachement avec ce que tu essayes de dire sur c'est cette circulation qu'il peut y avoir entre la surface et les souterrains. Quoi. Oui. Non, puis en fait, cette question de la surface et les souterrains, alors après, c'est l'intérêt des États-Unis, c'est qu'il y a quelque chose. Là, on parle de Las Vegas, mais Las Vegas, c'est quand même une ville américaine, et il y a une puissance quand même. Enfin, en tout cas, quand on a envie de poser sa caméra là-bas, chacun a ses inspirations ou mais qui est phénoménal. D'autant que là, on pouvait en fait avoir dans le même plan le haut et le bas. C'est qu'il y a un effet, on pourrait presque dire dialectique, naturel, sans en rajouter, où on peut avoir dans le même plan la surface qui ignore intégralement les souterrains. Et ces deux sociétés, l'une est le contre-champ de l'autre, et l'autre est son refoulé, voire son coup. Parce que beaucoup de gens en haut pourraient se retrouver à un instant T dans les tunnels. Et ceux du tunnel espèrent remonter à la surface. C'est vraiment ce jeu permanent. Mais encore une fois, on a presque le sentiment que le coup de la société d'en haut, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait ces gens en bas.
qui sont invisibles, dont personne ne veut entendre parler. Moi, quand j'étais à la mairie de Las Vegas, au tout début, pendant les repérages, j'avais cette espèce d'espoir un peu naïf d'avoir le cadastre de la ville. Parce qu'on me disait des centaines de kilomètres de tunnels, il faut bien comprendre ce que c'est, des centaines de kilomètres de tunnels. Où ça va, comment ça se ramifie. Moi, j'aurais aimé avoir... C'est pas en ligne droite, c'est quelque chose qui... Bien sûr. Voilà. Et surtout que les gens des tunnels, en fait, ça fonctionne par groupe, et ils parlent des tunnels en fonction des casinos qui sont juste au-dessus. Donc c'est les tunnels du Rio, les tunnels du McCarran Airport, les tunnels du César Palace. C'est comme ça qu'on identifie comme ça les tunnels. Mais au début, il faut bien vous rendre compte que quand on débarque dans ces tunnels les premières fois, on est face à un réseau absolument tentaculaire. On ne sait pas du tout où ça va. Est-ce qu'on va pouvoir ressortir où est la prochaine sortie ? Parce que la question de l'inondation est quand même une peur qui touche évidemment tout le monde. Et on apprend au contact des gens des tunnels que si on est à plus de 5 minutes à pied d'une sortie en cas d'inondation, on est mort. D'où le fait que beaucoup des constructions en fait sont faites dans les 500, 700 premiers mètres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont tapis au cœur des tunnels. Moi, j'en ai vu, j'en ai croisé, mais ça a leur risque et péril. C'est qu'une fois qu'on est bloqué là-dedans... Les tunnels ont été construits a priori quand même pour ça, pour évacuer justement... Absolument. En fait, c'est fin 70, début 80. Il y a à peu près... en moyenne, une inondation par an à Vegas. Puis inondation à Vegas, c'est pas rien. Oui. Où tout, en fait, la ville, le niveau zéro de la ville est ravagé. Et donc inondation qui posait beaucoup de problèmes, notamment aux patrons des casinos, parce que leur rez-de-chaussée était inondé, et parfois même le premier étage. Et c'est là que les patrons des casinos ont fait pression auprès de l'État fédéral, l'État du Nevada, en disant mais il faut faire quelque chose. Nous, on arrête d'investir s'il n'y a pas un système d'évacuation qui est mis en place. Et c'est sous la pression en fait des patrons de casinos qui tiennent l'économie de la ville, grosso modo, que ce système de collecteurs, on appelle ça des tunnels, mais en fait ce sont des collecteurs d'eau, a été construit. Donc ce sont vraiment des collecteurs d'eau en béton qui sont la plupart octogonaux. Certains sont circulaires, mais ils sont octogonaux. C'est du béton très dur, très froid, et ils ont des tailles différentes. Ça peut être 1m80, 1m20, on peut par moment faut être à 4 pattes. Eux, dans les tunnels, là on a beaucoup filmé, ils se passent leur temps le dos courbé parce que c'est trop haut. Donc évidemment, on ne marche pas le dos courbé dans un tunnel. On marche 300 mètres, on n'a plus de dos au bout de 300 mètres. Donc, ils ont récupéré des caddies, des fauteuils roulants. Et nous, on a fait une grande partie du film avec des fauteuils roulants. En fait, en posant la caméra dessus, en s'installant sur le fauteuil roulant pour se déplacer dans les tunnels, parce qu'on ne pouvait pas être debout. Et or, si on n'avait pas ces fauteuils roulants, on ne pouvait, pour le coup, pas faire le film du tout, quoi. Mais c'est un peu comme c'est pour ça que le format Scope, moi, m'a intéressé, parce que, a priori, il est contre-intuitif par rapport au format des tunnels. Disons que si on veut faire un film qui épouse la forme du tunnel, on fait du 1,66 ou du 1,75. Et là, en passant en 2,35, moi, ça m'intéressait parce qu'on rendait compte de l'expérience de ce que c'est qu'être dans un tunnel, à savoir qu'on est submergé par une zone derrière soi qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. En fait, la part d'inconnu dans le plan est beaucoup plus forte que la part de connu. Et ça m'intéressait de pouvoir les décadrer, de les perdre dans ce plan, parce que c'est leur expérience à eux. On ne voit rien. Il y a une petite zone qui est éclairée par les lampes torches. Tout le reste, on est dans le noir. Et on entend des choses au fond et on ne sait pas ce qui vient. Et si j'avais tourné en 1,66, en fait, c'était presque plus rassurant, d'une certaine manière. Là, on perd, les gens, on retrouve le sentiment de perte dans les tunnels par le 2,35. Tu viens de répondre en partie à la question que j'avais sous le coude. Pour revenir un petit peu en arrière, où tu expliquais tout à l'heure qu'en allant faire les repérages, tu avais déjà une idée assez précise de ce que tu voulais visuellement. J'ai découvert, à ma grande surprise, dans le fascicule de presse fourni par monsieur Marc Ollery, une citation qui dit, grosso modo un croisement, c'est Frédéric Wiseman filmé par John Carpenter. C'est amusant parce qu'en voyant le film, j'ai pensé à Michael Mann qui ferait du néoréalisme. Là on est dans l'ajout de paradoxe, là c'est parti. Je pense qu'il en a encore une dizaine sous le coude. Vas-y. Ouais, mais je les garde pour plus tard, pour la sortie DVD. Non mais quand même, est-ce que quand tu dis que tu avais une vision, que toi les images te posaient pas de problème et que tu savais à peu près, on sait aussi évidemment que via ton goût pour certains films et ta passion pour certains cinéastes, que tu as des influences esthétiques, on va dire. Voilà, moi la question que j'avais, voilà, il t'a répondu en partie parce que ce cinémascope notamment permet de filmer des choses et de donner une impression que ne donnerait pas justement un autre cadre.
Mais la mise en scène et l'esthétique du film ne se limitent pas quand même au cinémascope. Et c'est vrai que visuellement, alors je ne sais pas comment tu as travaillé avec ton chef opérateur Colin Lévesque, mais il y a c'est marqué. Et en effet, moi j'ai pensé à Michael Mann. Toi ou Marc, vous citez John Carpenter. Donc il y avait vraiment une volonté quand même de rendre esthétiquement une impression particulière. Oui, enfin oui, ça c'est la question. C'est pas qu'elle est compliquée, c'est qu'elle. Je vais essayer de faire court. Elle est mal posée. Non, ça, je pose mal les questions. Formidablement bien posée comme toujours. C'est devenu une marque. Les questions du cinéma est mort. Personne ne peut réaliser en termes de précision. Non, en fait, oui, cette phrase Frederick Wiseman mêle John Carpenter. Bon, pourquoi ? Parce que c'est comme toutes les phrases un peu slogan, elles sont à la fois justes et vraies, un peu ridicules. Wiseman, c'était pour la question de l'immersion. C'était vraiment l'idée d'être invisible. C'est-à-dire que de s'immerger dans un milieu, dans une communauté. Et là, on l'a fait comme on ne le refera sans doute plus jamais. C'est-à-dire qu'on s'est immergé, on a vécu avec eux. Et parfois, on ne filmait pas, évidemment. On vivait leur vie, on mangeait avec eux, on les aidait à faire des choses. Enfin, on discutait. Donc l'idée, c'est à un moment donné, avant de filmer la communauté, il faut, dans la mesure du possible, y appartenir. Et on n'y appartient pas en faisant de loin un salut, en faisant filmer 1 heure. Donc c'est immersion. Donc ça, c'était le côté Frederick Wiseman, laisser les événements advenir. Même si par moment, évidemment, je sais que tel événement va arriver, que Brandy, comme je vous le disais tout à l'heure, peut précipiter quelque chose qu'elle comptait faire. Il y a une écriture du réel, évidemment. Bon. Mais être quand même toujours là, aux aguets, prêt à filmer à tout moment. Voilà. Donc être invisible, parce que c'est très important, être invisible. Alors la question se pose après, comment est-ce qu'on est invisible avec des caméras de cinéma, des Astera qui sont des néons qu'on pose partout, parce que tout l'éclairage dans les tunnels est faux. Tout a été retrafiqué derrière. Moi je voulais des codes couleurs par tunnel, le bleu, l'orange, le vert, pour qu'on repère par couleur avec quel membre on était, etc. Donc dans les tunnels, il y a du noir et il y a du blanc laiteux qui vient des torches. C'est ça la vraie lumière des tunnels. Et là quand on voit le film, on a l'impression d'être dans le conformiste Storaro, Bertolucci. Moi, je tenais vraiment à ça. Donc, première chose. La deuxième chose, c'était, on en parlait un peu avant l'émission, la question de la frontière entre le documentaire et la fiction. Moi, je n'ai quasiment que des images de fiction en tête quand je pars faire Neon People. Moi, la question de le rapport ou l'écart entre le film documentaire et le film de fiction m'a jamais vraiment convaincu. Alors, je ne parle pas de doc télé ou de reportage, je parle de film documentaire. Je ne connais pas vraiment l'écart, la différence me semble... Donc en fait, elle n'est pas productive pour moi en réalité. Donc à partir de là, effectivement, New York 97 de John Carpenter, Michael Mann évidemment, et beaucoup d'autres sont des choses que j'ai en tête. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'une certaine manière de leur donner un écrin. En fait, qui soit un écrin mythologique, c'est-à-dire que de filmer Brandy et tous ces personnages-là comme si j'avais devant moi, en gros, Brad Pitt ou Robert Redford, pour rendre hommage à notre ami. Bon. Et ça, c'est important, parce que la question de l'humanité, de la dignité, c'est aussi ça. Et moi, je me suis rendu compte, d'ailleurs, un truc assez bête, c'est que quand on a fini le montage, après des mois et des mois, j'étais fasciné, moi, un peu pendant le tournage, et même avec Colin, etc., et beaucoup pendant le montage, de la puissance du visage de ces gens-là. Moi, ça me frappait. Je me disais tous les jours, ces gens-là, ils ont une présence incroyable. Et évidemment, on le relie au fait que ces gens-là ont vécu quelque chose. C'est-à-dire que sur leur visage, il y a un passé, des blessures, tout ce qu'on veut, etc. Et je me suis dit, mais si ce jour arrive, je vais me mettre à filmer des acteurs, qu'est-ce qui vont me paraître terne à côté de ces gens-là ? Il se passe tellement de choses dans le visage de Brandy, de Scott, de JJ, de la bande. Et maintenant, je vois des acteurs. Je veux dire, mais il n'y a pas le début du charisme ou de la présence de ces gens-là. Et j'ai mieux compris d'ailleurs, par moments, l'obsession de certains cinéastes à aller chercher des acteurs non professionnels. Je dis ça parce que j'ai vu il y a quelques mois de ça Le Royaume de Julien Colonna, que je trouve être formidable, parce que c'est le plus beau film français de l'année pour moi. Et une grande part de sa réussite vient de là. C'est-à-dire être allé chercher des acteurs donc des non professionnels, en l'occurrence un berger corse et une infirmière d'Ajaccio, pour jouer ce rôle-là. Et ce même film avec 2 acteurs aurait tout changé. Et moi, ça m'a assez perturbé, cette question-là. Et donc, la frontière entre le documentaire et la fiction, c'est pas que j'ai envie de jouer avec là, non, c'est qu'elle ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je pense que j'essaierai d'améliorer ou de pousser plus avant dans le prochain, c'est le fait de rendre indiscernable, en fait, la nature du film qu'on est en train de regarder. Et je pense que dans Neon People, à part 4 ou 5 moments
on retourne vers un dispositif qui nous dit, qui signe de dispositif documentaire. Quelqu'un qui parle de côté. Une dispute ou un moment qui ne semble pas volé, mais on sent que là, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Non, mais ça, à la limite, c'est surtout les moments où les gens peuvent se confier. Ça, c'est un dispositif documentaire. Voilà. Et ça, quelque chose que j'essaierai de supprimer par la suite. Mais dans Neon People, ça m'arrive plusieurs fois, des gens m'ont dit qu'on rentre au milieu du film, ou si on ne vous écoute pas avant, si on n'est pas prévenu ou autre, de longues minutes passent, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, voire 20, où on ne sait pas devant quoi on est. Et arrive un de ces plans dispositifs, on se dit, finalement, c'est un documentaire. Et moi, j'ai adoré faire ça. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai pensé le film exactement comme un film de fiction, avec des personnages, avec une écriture, de la mise en scène, un arc dramatique. Il y a un début, un milieu, une fin. À la fin, Brandy, peu à peu, Brandy devient un personnage principal, et c'est elle qui va dénouer dramatiquement le film, avec l'arrivée de la petite fille. Et puis, ce plan de fin où on voit cette petite fille dormir, D'ailleurs, je peux te dire... rapidement que c'était pas du tout la fin qui était prévue pendant des mois et des mois. Le film se terminait complètement différemment. Pour répondre un peu à votre question sur le film de fiction, c'est que j'avais pensé moi au début terminer le film dans Monument de Valley, dans Death Valley, et on avait passé 3 jours là-bas dans Death Valley où on avait filmé Brandy et JJ parmi les 2 personnages principaux du film. En fait, partir dans Death Valley, prendre une voiture, rentrer dans Death Valley et s'évanouir dans le plan, dans la profondeur de champ à un moment alors que le soleil se levait. Et pendant très très longtemps, j'ai pensé que ça serait ça la fin du film. Et là, on brouillait complètement le documentaire fiction, puisque je les faisais rentrer dans une séquence de fiction. En fait, la fiction, c'était vous allez sortir des tunnels et vous disparaissez dans Death Valley. Je trouvais cette idée, j'aimais beaucoup cette idée. Donc tu l'as tourné ? Oui, bien sûr, c'est tourné, elle sera dans les bonus Blu-ray. Et donc j'avais adoré, j'avais même composé le thème de la musique pour cette séquence-là. Mais vraiment, on n'a pas évoqué ton rôle de compositeur. Mais c'était une des séquences que je préférais du film, mais même presque depuis l'écriture. Et en fait, je dis ça parce que c'est intéressant, parce que donc on monte le film, on a plusieurs évidemment durées. Et puis à un moment, avec Sébastien de Sainte-Croix, donc le monteur, et je me dis bon, elle est super. Mais est-ce qu'elle est complètement juste, on pourrait dire éthiquement ? C'est-à-dire que, en fait, fondamentalement, en étant un peu sévère à mon égard, je me rends compte que je me faisais plaisir en me disant c'est un film documentaire et qui bascule dans la fiction dans la dernière séquence du film. Autrement dit, je me fais plaisir à moi, parce que le film se terminait par la disparition des 2 dans le désert. Cut, le briquet s'allumait dans le noir, on se rendait compte que Brandy n'était finalement jamais sorti. Petite référence à The Descent de Neil Marshall. Et je me suis dit, oui, mais là, c'est un cadeau que tu te fais à toi, mais eux, quand tu vas partir du tournage, ils vont rester dans les tunnels. Donc, ça va pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'adorais la séquence, on peut tomber amoureux de certaines de ces séquences, de ces images, mais par honnêteté pour les gens des tunnels, je ne pouvais pas faire ça. Tu as choisi l'opposé. J'ai choisi l'opposé, oui, absolument. Et je me suis dit, non, on va terminer sur une note qui est un peu plus positive. Ça, c'est la puissance aussi, j'ai envie de dire, quand on est aux États-Unis avec les Américains, c'est là. Ils ont 2 choses. 1, je suis dans la merde, c'est de ma faute. 2, je m'en sors demain. Donc l'espoir. Ouais. Et ça, ce qui donne une sorte de positivité, un enthousiasme. Sinon, on fait un film, on a envie de se flinguer. Des gens qui vont pas bien, qui se plaignent, qui disent c'est la faute de la société ou du gouvernement, je vais pas m'en sortir. C'est très compliqué. Alors que eux, il y a toujours une flamme. Ça, c'est le côté américain qui est toujours incroyable. Même au plus bas, ils sont convaincus que si eux-mêmes se prennent en charge, puissance de l'individu, ils vont s'en sortir. Et donc finalement, j'ai à un moment donné cette idée de la petite fille qui dort, en me disant mais c'est sur elle qu'il faut évidemment finir. Puisque ça, rétrospectivement, ça me permettait en fait de jeter presque une sorte de doute ou de commentaire sur tout ce qu'on vient de voir. Si tout ce qu'on venait de voir n'était pas le rêve cauchemardé d'une petite fille. Et cette petite fille qui ignore tout de sa grand-mère, c'est la petite fille de Brandy, qui va voir Mamie Brandy, qui ne sait pas évidemment que sa grand-mère vit dans les tunnels de Las Vegas. Elle arrive avec sa mère, et la mère ne dit pas, tu sais, Mamie Brandy, elle vit sous terre entre les rats et les mecs qui se dopent, etc. Donc, Mamie Brandy est une sorte de créature qui, une fois tous les 6 mois, n'a pas de chez elle, sort de Vegas pour avoir sa petite fille, passe une journée ou 2 dans un hôtel, et puis retourne dans les tunnels. Et j'aimais bien le fait de terminer sur cette nouvelle génération-là, sur le rêve, peut-être que ce qu'on vient de voir, c'est un rêve. Tout le film, c'est que le rêve de cette petite fille, et surtout l'innocence de cette petite fille qui ne sait rien, elle dort, elle ne sait rien de tout ce qu'on vient de montrer pendant 2 heures. Je me dis, ça, c'est la fin, et qui est surtout... qui épouse en fait le désir ou l'espoir des personnages du film, contrairement à cette séquence précédente qui était très
très production value, comme on dit, hein, très efficace, etc., où théoriquement je me faisais plaisir. Là, on rentre dans la fiction, plutôt les gens allaient me dire, mais qu'est-ce qui se passe à Death Valley, ils sont vraiment partis finalement. Et en fait, je faisais un cadeau au film que je retirais aux gens du réel, si on veut. Et ça m'a gêné à un moment donné. Et voilà, on a eu la présence d'esprit de l'enlever. Parce qu'après La Petite Fille, t'as encore t'as un ajout et les images qui ne sont pas de toi, mais Brandy qui a filmé justement Inondation. Le film se termine aussi après coup par ce petit bonus entre guillemets qui est terrifiant, hein, puisqu'on voit justement les ravages d'une inondation et avec un changement de registre en termes d'image. Et là, en effet, il y a une participation de la part de Brandy, quoi. Bah oui, c'est surtout qu'en fait, quand on est là, parmi les grandes terreurs des gens des tunnels, il y en a plusieurs évidemment. Il y a la drogue qui est un fléau constant, l'overdose. D'ailleurs, c'est aussi quand on passe du temps là-dessous, c'est le dosage, sans mauvais jeu de mots, qu'on doit trouver entre ce qu'on voit et ce qu'on filme. Donc évidemment qu'on peut faire un film beaucoup plus sordide. Alors moi, comme on disait au début, c'était pas l'objectif. Mais des gens qui se droguent, des gens qui ont des problèmes mentaux, on peut vraiment faire un film post-apocalyptique avec des monstres si on veut. Et moi, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'en ai par moments filmé et en me disant, là, le côté post-apo, là, ça suffit. On a compris que le reste, c'est ça. C'est pas la peine d'en rajouter. On voit bien de façon un peu sordide ou voyeuriste comment on pourrait exploiter ça en réalité. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont 2-3 terreurs. La question des overdoses, la question des crimes. On tombe à quelqu'un qui a un flingue sous terre, il se passe rien. D'où le fait que JJ avec un couteau, disons qu'il n'y a pas. Brandy aussi par rapport à sa fille. Hein, absolument, qui a subi fait, là-bas, un viol, etc. etc. Donc là, 911, ça marche pas dans les tunnels. Donc il faut avoir son système. Encore une fois, c'est le vieil West, hein, pour se défendre soi-même, véritablement. Sinon, ça peut vraiment très très mal tourner. Et puis l'autre grande peur, sont les inondations. Et eux sont en permanence aux aguets sur le taux d'humidité, la température, la moindre goutte qui commence à tomber. Leur grande terreur, c'est ça, parce qu'encore une fois, quand la pluie commence à tomber, là, c'est panique à bord pour tout le monde. Et tous les ans, dès qu'il y a une inondation, il y a toujours entre 10, 20, 30, 40 gens des tunnels, neon people qui meurent. Soit ils terminent sur des grilles, ils sont bloqués, ils sont aventurés trop loin, ils ont pensé qu'ils pouvaient s'en sortir, ils n'ont pas entendu. Or, moi, pendant tout le temps, à la fois des repérages et du tournage, nous, on n'est pas là pendant une inondation. Donc, ils nous parlent de ça, il y a des débuts d'orage, etc., mais ça n'a pas lieu. On s'en va, 3 semaines après, inondation. Et Brandy, ce qui montre à quel point, en fait, eux ont été les co-concepteurs du film. Elle a très spontanément, sans même que je lui demande, le matin de l'inondation, elle sort son petit iPad, très ancienne génération, et elle-même, elle fait des images. Et puis elle m'écrit en me disant, Jean-Baptiste, j'ai tourné ça, je pensais que ça pouvait t'intéresser pour ton film. Je lui dis, évidemment, c'est génial. Et donc voilà, j'ai récupéré ces images qu'on a intégrées presque en une sorte de post-face ou dans le film pour montrer la violence de ça. Et parce qu'en fait, d'une certaine manière, ce qui date, d'où aussi le noir et blanc à la fin, tout ce qu'on a vu, c'est déjà du passé, puisqu'en inondation, tout a été ravagé. C'est-à-dire qu'ils ont mis 1 an, voire plus, à construire des campements de fortune ou d'autres, à vraiment se créer l'illusion d'un home sweet home sous terre, à récupérer des planches, à clouter des meubles, à peindre. Ils font des trucs phénoménaux. En termes d'énergie, moi, la plupart des gens qui sont sous les tunnels bossent 10 fois plus que les gens que je connais qui sont dans la vie réelle. Hein. Et une inondation, tout est ravagé. Et donc, ils sortent, ils se mettent au sec. Puis dès que les tunnels sont secs, on repart. C'est le mythe de Sisyphe. Hein. Ils refont ça. Et dans 1 an, tout va être à nouveau détruit. Voilà, c'est un jour sans fin, en fait, si on veut la vie dans les tunnels. On approche de la fin, je pense, mais moi c'est vrai que ça instaure, ça rentre vachement avec ce drôle de rapport au temps qui est évoqué dans le film par un des personnages, je me rappelle plus lequel, mais qui dit au bout d'un moment dans cette sorte de routine là, on oublie vraiment ce passage du temps qui était. T'as l'impression que ça fait hier que je suis arrivé, mais en fait ça fait 12 ans. Enfin en gros il dit pas exactement ça, mais c'est un peu l'idée. Mais c'est vrai que ça donne vraiment cette idée de ce temps qui se répète, de cette sorte d'aspiration aussi, comme tu le dis, où ça commence vraiment, parce que les propos de Brandy par exemple au début ou à la fin du film sont relativement différents. Il y a aussi, alors je sais pas si lequel a été je pense que le propos qui apparaît le premier dans le film, c'est évidemment les premiers propos qui te disent où effectivement on vit normalement au final, c'est le home sweet home comme tu dis, et puis à la fin il y a quand même cette aspiration à aller quand même ailleurs.
mais tu as l'impression que la vérité, elle est quand même entre les deux. Oui, bien sûr. C'est ni le premier truc, ni le deuxième non plus, quoi. On est dans 732, on est ni complètement dans le passé, d'espérer de se retrouver sa vie d'avant, espérer de retrouver dans le futur. Non, ça explore quand même le film, je le trouve, on le ressent bien, on est dans cette sorte d'entre-deux sur plein de choses, entre la surface et puis les souterrains, et voilà, ouais. Oui, et d'ailleurs, ce que tu dis, le personnage d'Ariana, qui est donc la fille de Brandy, qui elle a réussi à s'en sortir, ils sont très très peu à s'en sortir, mais Brandy a mis tout en œuvre parce qu'elle a été séquestrée, violée, elle a vécu des années quand elle était adolescente et jeune adulte. Ariana, c'est une jeune fille dans les tunnels, et droguée, etc. Et un jour, Brandy a réussi à la faire sortir, à la mettre dans un centre de réhab. Elle a réussi à se refaire, elle est repartie vivre dans le nord de l'Utah. Elle a une petite fille, donc on voit à la fin du film. Et ce que tu dis, c'est Ariana, en fait, qui lui dit, que lorsqu'elle discute à la fin sur le banc, et que Brandy lui dit, oui, je vais m'en sortir, etc. Et en fait, en regardant Ariana, on comprend qu'elle croit vraiment que sa mère est sincère, mais elle sait aussi que ça n'arrivera pas. Donc on est toujours pris là-dedans. Elle veut, mais elle ne veut pas. Et Brandy, en fait, quand on l'entend pendant tout le film, on voit bien que c'est un peu ce que dit JJ à la fin. C'est quelqu'un qui vient de la Géorgie. Quand on s'est éloigné de chez soi, c'est comme dans L'Homme sans frontières de Peter Fonda. Hein, c'est qu'à un moment donné, le Home Sweet Home n'existe plus. Quand on revient, il n'y a plus de Home Sweet Home. Chacun a eu sa vie. Et là, on s'est créé malgré soi un nouveau foyer, une nouvelle famille, et plus le temps passe, plus la famille, en fait, je dirais de sang, en fait, est tombée dans les limbes du souvenir, mais n'est plus réelle en réalité. Ça, c'est leur nouveau Home Sweet Home, l'habitude d'être invisible. Ils ont aussi pris goût à ça. Moi, j'en ai rencontré l'habitude de ne pas payer de taxes, de ne pas rendre compte. En fait, il faut aussi se mettre toute proportion gardée, comprendre les avantages pour eux du vivre là, rendre compte à personne, ne pas payer de taxes, être invisible, faire ce qu'on veut, et fait que là, presque par effet de contraste, toutes les contraintes du monde moderne dans lesquelles on est nous, en fait, plus le temps passe, plus elles leur semblent insupportables, et elles seront sans doute insurmontables. C'est qu'il y a vraiment la catégorie de gens dans les tunnels qui sont complètement perdus, en particulier à cause de la drogue et des problèmes mentaux. Ça, sans doute, ces gens mourront dans les tunnels. Il y a ceux qui sont dans cet entre-deux-là. Brandy en fait sans doute partie. Ça peut se jouer à pas grand-chose, etc. Et puis il y a ceux comme Scott qui ont très 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 envie de s'en sortir. Et j'espère qu'eux y arriveront. Mais eux, voilà, ils n'ont pas fait le deuil. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir leur apparence. Ceux qui se soignent encore pour être à l'extérieur le plus invisible possible parmi les gens, avec beaucoup de guillemets, dits normaux, c'est ceux qui croient encore qu'ils vont s'en sortir. Quand on laisse un peu tomber, laisser tomber son apparence, en fait, on a un peu plié boutique dans sa tête déjà, quoi. Et ça va très très vite. Hein. On avait évoqué dans de précédentes émissions par rapport à ce que tu avais pu écrire ou filmer d'ailleurs avant, la contre-culture américaine, notamment dans les années 70. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une contre-culture américaine, ou est-ce que, c'est la question que je me suis posée moi en voyant The Neon People, est-ce que ce qui pourrait rester de la contre-culture américaine, c'est ce genre de communauté justement qui vit en dehors, en dehors, non justement, qui communique, mais qui serait invisible justement. Est-ce que toi, tu avais en tête l'évocation de ces restes de la contre-culture aujourd'hui? Alors, je dirais pas contre-culture au sens où on l'entend. Est-ce qu'elle existe toujours? Voilà. Pour moi, c'est pas parce que la contre-culture, ce sont des gens qui choisissent d'y être. On a choisi d'aller partir dans le Colorado, de monter un ashram. Voilà. La contre-culture, c'est on se met soi-même volontairement en position d'écart, de dissidence ou de résistance par rapport à un système qu'on a identifié comme oppressif, tout ce qu'on veut, etc. C'est quand même pas le cas de ces gens-là, puisque ces gens-là ont été contraints en fait de se retrouver sous terre de certaine manière, et ont cette volonté d'en sortir aussi pour la plupart. Et puis parfois même s'ils n'y arriveront pas. Oui, ils se mentent parfois aussi à eux-mêmes, parce qu'il faut bien comprendre comment est-ce qu'on tient psychologiquement si on ne croit pas qu'on peut éventuellement s'en sortir, et si on se raconte pas aussi un peu l'illusion que là c'est pas si mal non plus. C'est-à-dire que il y a je dirais qu'il y a un travail psychanalytique, ou en tout cas que n'importe qui ferait en fait dans ces conditions-là. Donc pour moi, le lien, c'est beaucoup plus la question de la marge que la question de la contre-culture, qui est tout de suite, moi j'entends, un mouvement qui s'oppose à quelque chose, qui est plus structuré politiquement, tout ce qu'on veut. Là, c'est la question de la marge. Mais il y a beaucoup, beaucoup de marge en fait aux États-Unis. Et ça en fait partie. Mais moi, ce qui me semblait passionnant avec les Neon People, j'avais vraiment le sentiment
en fait, de voir soit un devenir possible de ce qu'on est nous, ou alors de voir concrètement le coût. En fait, de ce qu'on est nous. Et ça, je pense que c'est ça. Donc la contre-culture, j'en suis pas... même s'ils ont développé une culture communautaire. Hein. Pour toi, il existe toujours aux États-Unis aujourd'hui, en tout cas, une contre-culture justement telle qu'on pouvait l'envisager justement dans les décennies 70 ou plus tard? Moi, je crois pas. J'aimerais bien te répondre oui. Non, mais je veux dire, on voit bien qu'aujourd'hui, on est quand même pris entre deux feux ultra polarisés. Je veux dire, cancel culture MAGA, cancel culture woke. On est là-dedans. Il y a pas de place pour la contre-culture véritablement. Comme il n'y a pas de place pour la nuance, c'est très compliqué. Hein. Chacun est un peu sommé d'être dans un camp intégralement ou dans l'autre intégralement. Et cette vérité un peu dans l'entre-deux dont vous parliez, elle est extrêmement difficile. C'est une parole très difficile à faire entendre aujourd'hui aux États-Unis. Je pense que le problème des États-Unis, c'est pas la contre-culture aujourd'hui. En tout cas, la contre-culture des MAGA, c'est pas les démocrates, et la contre-culture des démocrates, c'est pas les MAGA. Pour l'instant, elle est un peu sous les radars, quoi. Bah merci Jean-Baptiste. Je pense merci que à tous les deux. Je clôt le truc parce que ça va être là. On a un petit peu dépassé, mais c'était superbe. Écoute, en tout cas, Neon People, je pense que quand cette émission sortira, il sera sur à l'affiche des cinémas courageux comme l'Arvor Arène qui le passeront. Donc c'est vrai que c'est courageux quand même, hein, franchement. Grâce à c'est héroïque, c'est même pas courageux, c'est héroïque. Mais même si vous n'avez pas envie de voir le film, sachez que vous aurez peut-être des magnets, des pins. Les badges ne sont pas encore sortis et tout ça, mais c'est surtout pour ça que Marc sort des films de Jean-Baptiste, c'est que ça lui permet de faire des badges extraordinaires et des il faut l'écrire. Et ouais, si vous écrivez à Lost Film, vous trouvez son adresse rapido sur internet, il vous envoie des cadeaux. Merci Jean-Baptiste. Merci à tous les deux. Merci encore une fois. On pourra retrouver d'ailleurs tes précédents films et tous tes ouvrages assez facilement. Merci encore une fois. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Merci Marc d'avoir accompagné Jean-Baptiste dans sa première sortie hors du territoire parisien pour présenter le film. Ça fait plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission sur le site de Canal B et puis le lien vers le podcast sur tous les réseaux que le docteur utilise. On se retrouve très bientôt. Merci encore une fois, Jean-Baptiste et vous. Ciao. Des bisous. Qu'est-ce que t'as dans la tête, du jus de cerveau? Tu veux que je te dise? T'es pas fait pour être pauvre. Et toi? Ça se mérite. Toi, ta vie, c'est pas ça. Tiens, l'hiver où il faisait si froid, je suis rentré au cinéma et j'ai vu un film avec le monstre qui se perdait sur la Terre. Eh ben, t'es pareil. Tu finis pas, ça? Non. Maison qui gueulait, le monstre. Oh, lui, il avait pas peur de dire qu'il voulait rentrer. Oh, le con, maison. Je préfère être libre. Dormir dans des cartons? Ça, oui, t'es libre de dormir dans les cartons. J'ai pas de maison. Si. On se casse. 1, 2, 3. Voilà, ils vont où les comiques, là? Perds pas ton temps, Derek! Je t'avais dit de pas servir les cloches. Je savais pas. Tu savais pas, abruti.